Pendant plus d'un siècle, les esprits les plus brillants du monde pensaient avoir percé le mystère de la grande pyramide de Gizeh. Un immense tombeau construit par les humains de l'Antiquité à l'aide d'outils rudimentaires et d'une main-d'œuvre colossale. Mais lorsque l'ensemble des données archéologiques a été analysé par l'IA Grok, les résultats ont commencé à ne plus avoir de sens. Les traces d'outils ne correspondaient plus. La répartition des masses défiait toute explication. Ce que l'intelligence artificielle a détecté n'était pas un simple chaînon manquant, mais une série d'indices suggérant que le récit dominant était erroné depuis le début. Le rôle de l'IA dans le mystère de Gizeh. En 2024, l'IA Grok d'Elon Musk a reçu un accès sans restriction à l'ensemble des données relatives aux pyramides de Gizeh. Relevés archéologiques, analyse de construction, étude des alignements astronomiques, recherche sur les relations mathématiques, évaluation géologique et base de données sur les marques d'outils. La consigne était simple: analyser les données sans engagement théorique, sans biais professionnel et sans obligation de défendre les interprétations existantes. Ce qui en est ressorti n'était pas une nouvelle lecture d'une anomalie isolée, mais un schéma systémique couvrant plusieurs catégories de données indépendantes, toutes convergeant dans la même direction. La première découverte concernait les relations mathématiques intégrées aux dimensions de la pyramide. Le rapport entre le périmètre de la base et la hauteur correspond approximativement à 2π, avec une précision d'environ 0,05%. D'autres rapports correspondent au nombre d'or, phi, une constante qui ne fut formellement décrite qu'à l'époque des mathématiques grecques, plus de 2000 ans plus tard. Grok a identifié au moins 7 relations dimensionnelles indépendantes au sein de la même structure, reflétant toutes ces constantes. La probabilité que ces 7 relations apparaissent par hasard sans connaissance mathématique avancée a été calculée comme statistiquement négligeable. Ensuite, lorsque la hauteur de la pyramide est multipliée par 43 200, le résultat correspond étroitement au rayon polaire de la Terre. Lorsque le périmètre de sa base est multiplié par ce même nombre, le résultat correspond approximativement à la circonférence équatoriale terrestre. Le nombre 43 200 correspond exactement au nombre de secondes contenu dans 12 heures, ce qui suggère une mise à l'échelle délibérée. Des géomètres indépendants ont confirmé que la probabilité qu'une telle correspondance tridimensionnelle apparaisse par hasard est pratiquement nulle. La structure semble avoir été conçue par des individus possédant une connaissance des dimensions de la Terre qui n'aurait pas dû exister à cette époque. Le granit contient des cristaux de quartz classés 7 sur l'échelle de Mohs. Le cuivre, le métal le plus dur disponible dans l'Égypte de l'âge du bronze, n'atteint qu'une dureté comprise entre 2,5 et 3. Les expériences modernes consistant à tailler du granit avec des outils en cuivre et du sable abrasif produisent systématiquement des coupes déviées, des profondeurs variables et des surfaces irrégulières. Pourtant, les coupes observées dans le granit des pyramides ne présentent pas ces caractéristiques. Elles conservent une profondeur uniforme et des trajectoires parfaitement rectilignes, même lorsqu'elles traversent des minéraux de dureté différentes, ce que des outils en cuivre accompagnés de sable abrasif ne devraient pas pouvoir réaliser. Les preuves les plus détaillées proviennent du noyau de pétri, un échantillon cylindrique de granit récupéré sur le site. À sa surface se trouve une rainure hélicoïdale résultant d'un forage tubulaire. Flinders Petrie a mesuré la vitesse d'avance de l'outil et en a déduit des niveaux de pression et de rotation bien supérieurs à ceux de toutes les méthodes de forage manuel connues dans l'Antiquité. Un an plus tard, en mars 2025, un groupe de chercheurs a affirmé avoir confirmé ce que Grok avait révélé. Selon leur conclusion, la pyramide de Képhren à Gizeh ne serait pas simplement un tombeau antique ou un monument cérémoniel. Sous elle se cacherait quelque chose de bien plus immense. Un gigantesque complexe enfoui profondément sous terre. À l'aide de satellites radars appartenant à des sociétés comme Capella Space et Umbra, l'équipe a dirigé des ondes radars vers le plateau de Gizeh. Leur méthode, appelée tomographie Doppler, a été comparée par le professeur Corrado Malanga à une échographie médicale. À la différence qu'au lieu d'examiner des tissus biologiques, les signaux traversaient d'épaisses couches de pierre sous le désert. La méthode reposait largement sur le granit, le même matériau dense utilisé dans la structure interne de la pyramide. Comme les ondes se propagent différemment dans le granit que dans l'air ou l'eau, les chercheurs ont traité les réflexions radar comme des informations acoustiques. Selon leur interprétation, la pierre devenait alors pratiquement transparente aux analyses. Malanga a même déclaré que, dans ce processus, le granit se comportait comme s'il était plus transparent que le verre. Une fois les données radar récupérées sous le plateau, l'intelligence artificielle s'est chargée de la reconstruction. Le système a analysé les échos reçus, éliminé les interférences de fond et assemblé les informations en modèles tridimensionnels détaillés. Selon l'équipe, l'IA a réduit l'influence de l'interprétation humaine et permis aux structures d'émerger directement des données. Ce qui est apparu sous la pyramide de Képhren était stupéfiant.
Le modèle révélait un vaste réseau souterrain s'étendant sous les fondations de la pyramide. Près de la base, 5 formations structurelles distinctes étaient visibles. Sous celles-ci, 8 puits verticaux descendaient droit dans la terre, comme d'immenses colonnes cylindriques. L'analyse suggérait que ces puits s'enfonçaient sur près de 648 mètres de profondeur, soit bien davantage que la hauteur de la pyramide elle-même. Autour de chacun d'eux s'enroulaient des structures en spirale, ressemblant à d'énormes escaliers plongeant dans l'obscurité. Mais les analyses les plus profondes semblaient révéler quelque chose d'encore plus extraordinaire. Bien au-delà de la zone où les retours radars les plus nets pouvaient être obtenus, l'IA aurait identifié 2 gigantesques chambres cubiques dissimulées dans les profondeurs. Chacune mesurerait environ 80 mètres de côté, offrant un volume intérieur comparable à celui d'une cathédrale. Scellées sous des couches de pierre et de silence, elles semblaient intactes depuis les millénaires. Les chercheurs ont rejeté l'idée qu'il puisse s'agir de simples distorsions ou d'erreurs d'imagerie. Les mêmes formations apparaissaient de manière répétée sur plusieurs analyses, réalisées sous différents angles et à différentes périodes. Selon l'équipe, les preuves convergeaient constamment vers la même conclusion. Les puits, les spirales et les immenses chambres cubiques existaient bel et bien. Ensemble, ils formeraient un équivalent souterrain colossal de la pyramide elle-même, une architecture cachée depuis plus de 4500 ans. L'ingénieur Filippo Biondi a expliqué que ses travaux s'appuyaient sur une étude évaluée par des pairs publiée en 2022 concernant la Grande Pyramide, mais que cette fois-ci, l'échelle était selon lui exponentiellement plus importante. Les implications étaient troublantes. Si la partie visible de la pyramide ne représentait qu'une fraction de l'ensemble, alors quelque chose de bien plus vaste pourrait demeurer enfoui sous le plateau. Le docteur Armando May a poussé l'interprétation encore plus loin, en la reliant à des textes égyptiens anciens. Il a évoqué les salles d'Amanti mentionnées dans les tablettes d'Émeraude, ainsi que certains passages du livre des morts décrivant de profondes chambres, des passages verticaux et des systèmes associés à l'eau et à la lumière descendant d'en haut. Son hypothèse était claire. Et si ces récits n'étaient pas de simples symboles, mais les vestiges fragmentaires du souvenir de structures réelles que l'humanité aurait oubliées depuis longtemps. Selon lui, la technologie moderne aurait finalement mis au jour ce que ces textes décrivaient depuis des siècles. Cela soulevait naturellement la question centrale. Ces formations pourraient-elles être de simples anomalies géologiques? Une disposition inhabituelle de roches prises à tort pour une construction artificielle? Le professeur Malanga a rejeté cette possibilité. Selon lui, la géométrie était trop précise. Les puits répétés et les spirales suivaient des schémas beaucoup trop ordonnés pour être accidentels. Une simple formation géologique aléatoire, insistait-il, ne pouvait expliquer une telle cohérence. Pourtant, même si ces structures étaient réelles, leur fonction demeurait totalement inconnue. Une hypothèse suggérait qu'elles servaient de système de stabilisation massif, ancrant la pyramide profondément dans le socle rocheux afin d'éviter tout déplacement ou effondrement à long terme. Une autre interprétation se concentrait sur l'ensemble formé par les spirales, les puits et les gigantesques chambres, avançant que cette configuration ressemblait à une partie d'un immense dispositif technologique comparable au concept d'énergie résonante autrefois imaginé par Nikola Tesla. Il reste cependant difficile de savoir si cette comparaison relevait d'une véritable hypothèse ou d'une simple remarque. Mais presque immédiatement après la diffusion de ces affirmations, les critiques ont commencé à pleuvoir. Les égyptologues reconnus ont rapidement contesté ces conclusions, estimant que les méthodes employées étaient profondément défaillantes et que les interprétations n'étaient pas étayées par les preuves. En l'espace de quelques heures, cette découverte qui avait fasciné le public s'est retrouvée au cœur d'une controverse, d'un profond scepticisme et d'une vive opposition du monde académique. Démystification de l'affirmation. Toutes les véritables découvertes liées aux pyramides ont dû passer par le même processus impitoyable, l'examen critique. Les graffitis laissés par les ouvriers à l'intérieur de chambres scellées, le papyrus de Mérer ou encore la découverte de l'ancienne branche fluviale à Ramat ne sont pas entrés dans l'histoire parce que quelqu'un a tenu une conférence de presse. Ils ont survécu aux enquêtes, aux critiques, à l'évaluation par les pairs et à des années de remise en question avant d'être acceptés par la communauté scientifique. Or, l'équipe du professeur Malanga a complètement contourné cette étape. Lorsque des journalistes et des universitaires ont demandé quelles publications scientifiques avaient examiné les données, l'équipe n'a été capable d'en citer aucune. Pour les égyptologues, ce fut le premier signal d'alarme majeur. Sans vérification indépendante, il était impossible de savoir si les analyses révélaient réellement une structure enfouie ou simplement une illusion produite par le logiciel. Au cœur de cette affirmation se trouvait une technologie appelée radar à synthèse d'ouverture, ou SAR. Selon l'équipe, leur version spécialisée du SAR, combinée à la tomographie Doppler, leur permettait de voir à plusieurs centaines de mètres sous le plateau de Gizeh. Le vocabulaire paraissait révolutionnaire. Le problème, selon de nombreux spécialistes de l'imagerie, est que les lois de la physique ne semblent tout simplement pas le permettre.
La tomographie Doppler est une méthode scientifique bien réelle, mais elle est traditionnellement utilisée en astrophysique pour cartographier les mouvements de gaz autour d'étoiles lointaines. Appliquer cette même technique à des signaux radars traversant d'épaisses couches de granit et de calcaire depuis l'orbite terrestre est une toute autre affaire. Aucune étude géophysique évaluée par des pairs n'avait jusqu'alors validé une telle méthode. Puis les critiques sont devenues encore plus sévères. Les experts en radar ont souligné que les satellites SAR sont très efficaces pour cartographier la surface du terrain et détecter des objets enfouis sous de faibles couches de sable. Mais selon les connaissances actuelles, leurs signaux ne possèdent pas l'énergie nécessaire pour traverser des centaines de mètres de roches denses. La docteure Sarah Parcak, l'une des plus grandes spécialistes mondiales de l'archéologie spatiale, a abordé la question sans détour. Le SAR ne peut pas voir à travers la pierre massive. Le professeur Lawrence Conyers, spécialiste de l'imagerie archéologique, a quant à lui qualifié ces affirmations de forte exagération des capacités réelles de la technologie. Et c'est là que l'histoire a pris une tournure plus sombre. Car selon les critiques, l'IA n'aurait peut-être pas découvert de chambres cachées. Elle les aurait peut-être inventées. En informatique, il existe un phénomène appelé hallucination de l'IA. Lorsque les systèmes d'apprentissage automatique reçoivent des données incomplètes, déformées ou parasitées, ils peuvent commencer à générer des motifs qui semblent significatifs alors qu'ils ne correspondent à aucune réalité physique. Des visages dans le bruit visuel, des formes dans les nuages, des structures qui émergent d'interférences aléatoires. Selon les critiques, c'est peut-être exactement ce qui se serait produit sous Gizeh. L'équipe de Bologne n'a jamais testé indépendamment son IA sur des structures souterraines connues afin de démontrer qu'elle pouvait distinguer de manière fiable une véritable architecture d'un simple bruit géologique. Sans cette phase de calibration, affirment les experts, les prétendus puits et chambres restent impossibles à vérifier. Mais les problèmes de cette théorie ne s'arrêtent pas là, car ces conclusions entrent également en contradiction avec des décennies de recherches déjà menées à Gizeh à l'aide de méthodes reconnues par l'archéologie conventionnelle. Des équipes internationales ont passé des années à analyser les pyramides avec des technologies comme la tomographie par muon, qui suit les rayons cosmiques traversant naturellement la pierre afin d'identifier d'éventuels vides cachés. Ces études, publiées et évaluées par des pairs, ont bien révélé de petits espaces internes dans la Grande Pyramide, mais absolument rien qui ressemble à un immense complexe souterrain descendant à 648 mètres sous le plateau. Un autre élément important est que le plateau de Gizeh repose au-dessus d'une nappe phréatique relativement élevée, ce qui signifie que les eaux souterraines se trouvent assez près de la surface. Les fouilles modernes réalisées près des pyramides rencontrent fréquemment des problèmes d'inondation. L'idée que d'énormes chambres parfaitement sèches puissent être préservées intactes bien en dessous de ce niveau contredit les conditions physiques connues du site. L'ancien ministre égyptien des Antiquités, Zahi Hawass, a rejeté ces affirmations sans hésiter, affirmant que les pyramides reposent sur un socle rocheux massif et qualifiant la théorie de totalement infondée. Puis l'attention s'est tournée vers les chercheurs eux-mêmes. Le professeur Corrado Malanga n'est ni archéologue ni géophysicien. Il est chimiste et surtout connu pour ses travaux controversés portant sur les enlèvements extraterrestres et les phénomènes paranormaux. Pour les critiques, ce parcours soulève des questions inconfortables sur la manière dont des données ambiguës pourraient être interprétées. L'archéologue Flint Dibble a soutenu que cette théorie ignorait plus de 2 siècles de preuves archéologiques au profit d'un récit sensationnaliste dépourvu de fouilles ou de preuves matérielles. Au sein de l'égyptologie, la réaction n'était plus un simple scepticisme prudent, c'était un rejet catégorique. Rien de tout cela ne signifie pour autant que l'intelligence artificielle n'a pas sa place en archéologie. En 2023, des chercheurs ont utilisé avec succès l'apprentissage automatique pour identifier de nouveaux géoglyphes de Nazca jusque-là inconnus. Mais ce projet a respecté la méthode scientifique. Les données ont été publiées, les modèles ont été testés sur des exemples connus et les conclusions ont été évaluées par des pairs avant toute annonce publique. Alors, si cette révélation attribuée à l'IA s'effondre sous le poids de l'examen scientifique, que sait-on réellement du véritable objectif des pyramides? La véritable fonction des pyramides. Même si les pyramides n'étaient ni d'anciennes centrales énergétiques, ni l'entrée d'un monde souterrain caché, la vérité qui se cache derrière elles reste fascinante. Car depuis plus de 4500 ans, la réponse se trouve sous nos yeux. De la pyramide à degrés de Djeser à Saqqara, jusqu'aux gigantesques pyramides de Gizeh, toutes les grandes pyramides ont été construites autour d'une chambre funéraire. Leur conception a évolué au fil des siècles, mais leur objectif est toujours resté le même, protéger le corps du pharaon et le préparer à l'éternité. Même leur forme avait une signification particulière. La pyramide à degrés de Djeser, par exemple, ressemblait à un immense escalier s'élevant vers les cieux. Plus tard, les pyramides sont devenues lisses,
transformant cet escalier symbolique en quelque chose d'encore plus puissant. Une gigantesque pente géométrique alignée sur le soleil lui-même, destinée à guider le roi vers l'au-delà. À l'intérieur de la Grande Pyramide, construite vers 2600 avant notre ère, ce voyage prend une forme concrète. Un étroit couloir descendant s'enfonce profondément dans le socle rocheux avant de remonter à travers de raides passages ascendants. Puis soudain, l'espace s'ouvre sur la grande galerie, un immense corridor voûté traversant le cœur de la structure. Encore aujourd'hui, cet endroit ressemble moins à un simple passage qu'à une voie cérémonielle menant vers un lieu sacré. Tout au bout se trouve la chambre du roi. D'énormes blocs de granit rouge recouvrent les murs, chacun ayant été transporté depuis des carrières situées à plusieurs centaines de kilomètres. Et au centre repose un unique objet, un sarcophage de granit vide. Ce cercueil est légèrement plus grand que l'entrée de la chambre, ce qui indique qu'il a dû être installé pendant la construction même de la pyramide. Les trésors qui entouraient autrefois la sépulture de Khéops ont disparu depuis longtemps, pillés par des voleurs dans l'Antiquité. D'ailleurs, aucune momie royale n'a jamais été retrouvée intacte dans une chambre funéraire de pyramide. Mais le sarcophage est resté sur place, preuve silencieuse de la véritable fonction de cette pièce. Pourtant, pour les anciens Égyptiens, la pyramide était bien plus qu'un tombeau. Ils croyaient que la mort n'était pas la fin de la vie, mais le commencement d'une nouvelle existence parmi les dieux. Pour que cette transformation réussisse, le corps du roi devait être préservé. Une partie de l'âme, appelée le Ka, restait spirituellement liée au corps physique. Si le cadavre se décomposait, la vie éternelle pouvait disparaître avec lui. Cette croyance a donné naissance à la momification et explique pourquoi les pyramides furent construites avec une précision et une ampleur aussi extraordinaires. Elles n'étaient pas de simples monuments, c'étaient de véritables forteresses conçues pour protéger le roi pour l'éternité, contre le temps, la décomposition et surtout les pillards. Une autre composante de l'âme, appelée le Ba, était censée pouvoir voyager librement entre les mondes. Les Égyptiens la représentaient souvent sous la forme d'un oiseau à tête humaine, volant entre le tombeau et les cieux. Cela pourrait expliquer la forme même de la pyramide. Certains chercheurs pensent qu'elle symbolisait le tertre primordial, la première terre émergée des eaux du chaos au commencement de la création. D'autres y voient un rayon de soleil figé dans la pierre, une immense rampe reliant le roi défunt au dieu solaire Ré. Les pyramides plus tardives rendaient d'ailleurs leur fonction encore plus explicite. Au plus profond de la pyramide du roi Ounas, les archéologues ont découvert les textes des pyramides, des formules gravées directement sur les murs pour guider le pharaon en toute sécurité vers l'au-delà. L'une de ces inscriptions proclame « Le ciel tremble, la terre frémit devant le roi. Il est monté au ciel dans sa forme ressuscitée. » Mais la pyramide elle-même n'était qu'un élément d'un ensemble beaucoup plus vaste consacré à la mort et à la renaissance. Sur son côté est se dressait le temple funéraire, où des prêtres accomplissaient chaque jour des rituels pour le roi défunt, parfois pendant des siècles après sa mort. Nourriture, boissons et encens y étaient offerts en permanence, car les Égyptiens pensaient que l'esprit du roi en absorbait l'essence. Une longue chaussée couverte reliait ce temple à une autre structure située près de la plaine inondable du Nil, le temple de la vallée. C'est là que le corps du roi arrivait par bateau avant son dernier voyage vers la pyramide. Ensemble, ces bâtiments formaient un immense système spirituel destiné à assurer la survie éternelle du pharaon. Tout autour s'étendait une véritable cité des morts. De plus petites pyramides appartenaient aux reines. À proximité, des tombes mastaba accueillaient les hauts fonctionnaires et les nobles qui souhaitaient demeurer près du roi pour l'éternité. Même dans la mort, la proximité du pouvoir royal conservait toute son importance. Puis les archéologues ont mis au jour quelque chose d'encore plus remarquable. En 1954, une fosse scellée découverte à côté de la Grande Pyramide révéla des milliers de pièces de bois enfouies sous terre depuis plus de 4000 ans. Une fois reconstituées, elles formèrent un navire en cèdre de près de 44 mètres de long. Connu aujourd'hui sous le nom de barque solaire, ce bateau était probablement destiné à transporter Khéops aux côtés de Ré à travers les cieux ou dans le monde souterrain. À proximité, les archéologues ont découvert une seconde fosse contenant un autre bateau soigneusement enterré, preuve que ces sépultures faisaient partie du projet d'origine et n'étaient pas des ajouts ultérieurs. Et ce n'était pas tout. En 1925, les archéologues ont découvert la tombe cachée de la reine Hétep-Hérès-Iré, mère de Khéops, près du côté est de la Grande Pyramide. Contrairement à la plupart des sépultures royales, celle-ci avait échappé au pillage de l'Antiquité. À l'intérieur se trouvaient encore des meubles, des objets cérémoniels et des bijoux remarquablement conservés après des millénaires. Ensemble, toutes ces preuves conduisent à la même conclusion. Les pyramides étaient les plus grands monuments funéraires jamais construits. Et d'une certaine manière, cette réalité est peut-être encore plus impressionnante que les légendes. Car une fois que la question de savoir pourquoi les pyramides ont été construites trouve sa réponse, une autre interrogation devient inévitable. Comment les peuples de l'Antiquité ont-ils réellement réussi à les bâtir ?
La ville sous les pyramides. En 1990, près des pattes du Sphinx, des archéologues ont mis au jour une découverte qui a changé à jamais notre compréhension de l'histoire des pyramides. Sous le sable reposait une ville entière. L'archéologue américain Mark Lehner et l'archéologue égyptien Zahi Hawass ont découvert les vestiges d'une immense agglomération aujourd'hui connue sous le nom de Eit el-Ghurab, la cité perdue des bâtisseurs des pyramides. S'étendant sur plus de 12 hectares au pied du plateau de Gizeh, le site remonte au règne de Khéops et des souverains responsables des grandes pyramides entre environ 2550 et 2490 avant notre ère. Son existence a détruit l'un des mythes les plus célèbres de l'histoire. Les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves. Selon Lehner, cette colonie permanente abritait environ 5000 travailleurs, tandis que la main-d'œuvre saisonnière mobilisée pendant les crues du Nil pouvait faire grimper la population jusqu'à près de 20 000 personnes. Les fouilles n'ont pas révélé un camp de prisonniers, mais une véritable ville industrielle soigneusement planifiée pour soutenir l'un des plus grands chantiers jamais entrepris par l'humanité. À l'intérieur de la cité, de longues galeries en briques de terre s'étendaient sur près de 30 mètres et accueillaient des rangées de travailleurs dormant côte à côte sur des plateformes surélevées. D'immenses boulangeries produisaient chaque jour des milliers de pains, tandis que des brasseries industrielles fermentaient près de 4000 litres de bière à la fois. Et partout où les archéologues regardaient, ils découvraient un niveau d'organisation remarquable. De larges rues divisaient la ville en quartiers. Des entrepôts géraient la distribution alimentaire. Des sceaux administratifs enregistraient les fournitures et les équipes de travail. Des fragments de poterie portaient les noms des équipes, leurs slogans et même leur sens de l'humour. Certaines brigades se surnommaient les Amis de Khéops. D'autres préféraient les Ivrognes de Mykérinos. Ces petits détails ont complètement transformé l'image que l'on se faisait des bâtisseurs. Mais c'est le cimetière des travailleurs qui a rendu cette conclusion encore plus difficile à contester. Au sud de la Grande Pyramide, les archéologues ont découvert des tombes soigneusement construites où les ouvriers avaient été enterrés avec des poteries, des colliers et des offrandes destinées à l'au-delà. Les corps avaient été placés avec respect, tournés vers l'ouest, en direction du soleil couchant, conformément aux traditions funéraires égyptiennes. Les études bioarchéologiques ont montré que la main-d'œuvre provenait de toute l'Égypte ainsi que de Nubie. Des agriculteurs, des artisans et des travailleurs saisonniers se rendaient à Gizeh pendant la saison des crues du Nil, lorsque les eaux recouvraient les terres agricoles et interrompaient temporairement les travaux des champs. Ce cycle annuel a peut-être rendu la construction des pyramides possible. Chaque année, le Nil transformait l'Égypte. Les champs disparaissaient sous les eaux pendant plusieurs mois, laissant des milliers de personnes sans activité agricole. Plutôt que de laisser cette main-d'œuvre inactive, l'État l'a réaffectée à d'immenses projets de construction publique. Ce système est connu sous le nom de corvée. Au lieu de payer des impôts en argent, les familles contribuaient par leur travail, leurs biens ou leurs services. Pendant la saison des crues, les ouvriers se rendaient à Gizeh où ils recevaient nourriture, logement, vêtements et équipements en échange de leur travail. D'anciens registres de rationnement montrent qu'ils recevaient régulièrement du pain, de la bière, du poisson, des oignons et de la viande. Certains documents de l'Ancien Empire mentionnent des distributions quotidiennes pouvant atteindre 10 pains et 2 jarres de bière par personne, avec des portions plus importantes réservées aux contremaîtres et aux artisans qualifiés. À son apogée, l'opération ressemblait à une gigantesque machine administrée par l'État. Des bateaux transportaient le calcaire, le granit et le cuivre le long du Nil. Des ânes acheminaient l'eau et les provisions depuis les puits voisins. Des administrateurs suivaient avec une précision remarquable les livraisons de nourriture, les équipes de travail et les expéditions de pierres. Des documents découverts à Wadi el-Jarf, sur la mer Rouge, conservent une partie de ce système avec un niveau de détail exceptionnel. Ces papyrus décrivent des équipes transportant du calcaire depuis Toura jusqu'à Gizeh sous la supervision d'un responsable nommé Merer. Ces registres ressemblent presque à des manifestes de transport modernes. Horaires, livraison, affectation d'équipe. Et surtout, il mentionne Khéops par son nom, constituant la seule référence contemporaine connue au pharaon ayant construit la Grande Pyramide. Nourrir une main-d'œuvre tournante de 10 000 à 20 000 hommes nécessitait chaque jour des quantités gigantesques de nourriture. Les archéologues ont découvert des restes animaux indiquant qu'au moins 20 bovins et 30 chèvres étaient abattus quotidiennement pour alimenter les travailleurs. Selon le zooarchéologue Richard Redding, soutenir un tel niveau de consommation exigeait une chaîne d'approvisionnement nationale impliquant des éleveurs et des administrateurs répartis dans des centaines de villages. Le projet dépassait largement les limites de Gizeh. Le granit arrivait d'Assouan, dans le sud de l'Égypte. Le cuivre provenait du Sinaï. Le bois de cèdre était importé du Liban. Bien avant l'apparition du concept moderne de mondialisation, les chantiers des pyramides fonctionnaient déjà grâce à un vaste réseau interconnecté couvrant de nombreuses régions et routes commerciales.
Pourtant, la vie dans la cité des ouvriers était loin d'être facile. Même s'ils n'étaient pas des esclaves, ils n'étaient pas autorisés à vivre dans le complexe sacré qu'ils construisaient. Une immense barrière de calcaire, aujourd'hui connue sous le nom de mur du Corbeau, séparait leur ville du complexe pyramidal situé au-dessus. Cette séparation reflétait clairement la hiérarchie sociale de l'Égypte ancienne. De plus, les squelettes retrouvés sur le site révèlent des vertèbres écrasées et de graves dommages articulaires causés par le déplacement de blocs de pierre gigantesques pendant des années. La plupart des travailleurs mouraient jeunes, souvent vers l'âge de 35 ans. Mais de nombreuses blessures montrent également des signes de guérison. Ce détail est important. Il signifie que les ouvriers blessés étaient soignés plutôt qu'abandonnés. Et c'est peut-être l'aspect le plus surprenant de toute cette histoire. Pour un regard moderne, la Grande Pyramide semble être un monument construit pour un seul homme. Mais pour les anciens Égyptiens, le projet avait une signification bien plus vaste. Le pharaon était considéré comme l'incarnation de l'ordre divin lui-même. Le servir revenait à servir Maat, l'équilibre cosmique qui maintenait l'univers en harmonie. Leur travail n'était donc pas seulement un chantier de construction, c'était un devoir sacré. Pourtant, même avec des dizaines de milliers de travailleurs, un système alimentaire parfaitement organisé et une main-d'œuvre mobilisée à l'échelle du pays, une question demeure. Comment déplacer des millions de blocs de pierre pesant plusieurs tonnes à travers le désert? La rivière perdue. En mai 2024, des chercheurs ont publié dans la revue Communications, Earth et Environment une étude majeure qui a bouleversé l'un des plus anciens mystères de l'archéologie. Pendant des milliers d'années, les pyramides de Gizeh ont semblé surgir d'un désert qui rend leur construction presque impossible à imaginer. Comment plus de 2 millions de blocs de pierre, dont certains pèsent plusieurs tonnes, ont-ils pu être transportés à travers ce qui apparaît aujourd'hui comme une immense étendue de sable aride? La réponse se trouvait cachée juste sous la surface. Grâce à un radar satellitaire capable de pénétrer les sédiments secs, les scientifiques ont détecté les vestiges d'un ancien bras du Nil disparu depuis longtemps. Cette branche oubliée, baptisée branche Aramat, Aramat signifiant pyramide en arabe, coulait autrefois directement le long du bord occidental du plateau de Gizeh. En d'autres termes, les pyramides n'ont pas été construites au cœur d'un désert isolé, elles ont été bâties au bord de l'eau. Le chenal reconstitué était immense, s'étendant sur environ 64 km. À son époque, il constituait une voie navigable majeure. Par endroits, sa largeur pouvait atteindre près de 700 mètres et sa profondeur environ 25 mètres, soit des dimensions comparables à certains grands tronçons du Nil moderne. L'étude, dirigée par Eman Goneim, a utilisé l'imagerie radar pour reconstruire ce paysage enfoui avec un niveau de détail remarquable. Ce qui est apparu n'était ni un petit affluent, ni un cours d'eau saisonnier. Plus impressionnant encore, son tracé correspond directement à la région où plus de 30 complexes pyramidaux ont été construits sur une période d'environ 1000 ans. Cet alignement change complètement notre compréhension du site. Ce qui semblait autrefois être un choix irrationnel, ériger d'immenses monuments de pierre au milieu du désert, apparaît désormais comme une décision parfaitement logique. Les bâtisseurs ne luttaient pas contre les dunes, ils travaillaient au bord d'un système fluvial navigable qui transformait Gizeh en véritable plateforme de construction reliée au Nil. Le désert que nous voyons aujourd'hui n'est pas le paysage dans lequel les pyramides ont été construites. Il est le vestige d'un climat disparu. Comme l'explique l'égyptologue Suzanne Onstein, le transport par voie d'eau était infiniment plus efficace. Les navires de charge acheminaient les blocs de pierre vers le nord sur le Nil avant d'emprunter la branche Aramat, qui les conduisait directement jusqu'à la zone de construction de Gizeh. La différence d'efficacité est énorme. Faire flotter des blocs de pierre est des dizaines de fois plus pratique que les traîner sur la terre ferme. Mais si cette rivière était si essentielle, qu'est-elle devenue ? À l'époque de la construction des pyramides, le climat était plus humide, les cours d'eau étaient plus puissants, les plaines inondables plus vastes et le Nil se divisait probablement en plusieurs bras actifs alimentant toute la région. Puis, il y a environ 4200 ans, la région a subi un important bouleversement climatique connu sous le nom d'événement des 4,2 kYears. Les précipitations ont diminué, les systèmes de moussons se sont affaiblis, les niveaux d'eau ont chuté. Privés d'un débit suffisant, les bras secondaires du fleuve ont commencé à disparaître. La branche Aramat s'est progressivement comblée de limons, de sable désertique et de dépôts d'inondation. Au fil des siècles, elle a totalement disparu sous le paysage qu'elle avait autrefois façonné. Le résultat est un spectaculaire renversement géographique. Une voie fluviale transformée en désert et une autoroute de construction effacée de la mémoire collective. L'explication devient alors presque élégante dans sa simplicité. Pourtant, même si ce mystère semble résolu, une autre question demeure dans son ombre. Si cette rivière a rendu la construction possible, quel niveau de planification et de coordination a permis l'édification des pyramides elles-mêmes ? Le Sphinx.
À la lisière du plateau de Gizeh, le Sphinx pose un problème d'une nature totalement différente. Contrairement aux pyramides, il n'est pas construit à partir de blocs extraits de carrières. Il a été sculpté directement dans le calcaire du plateau. Cela change complètement la question de l'ingénierie. Le Sphinx s'intègre également dans un ensemble architectural plus vaste. Il se trouve au sein d'une enceinte spécialement creusée et à proximité de plusieurs temples, notamment le temple de la vallée et d'autres structures attribuées à Khéphren. Leur disposition suggère que le monument faisait partie intégrante du plan général plutôt qu'un ajout tardif. La chronologie exacte reste débattue, mais la relation spatiale est indéniable. L'architecture environnante s'organise autour de la position du Sphinx, qu'il lui soit antérieur ou non. Vient ensuite la question de l'érosion. Le Sphinx présente des formes d'altération très différentes de celles observées sur les constructions de l'Ancien Empire, situées à proximité. Son corps montre de profondes rainures verticales, tandis que les bâtiments voisins affichent une dégradation plus uniforme, généralement associée à l'action du vent et du sable. Cette différence est interprétée de deux façons opposées. Soit elle reflète des conditions d'exposition différentes au fil du temps, soit elle pourrait indiquer une phase de construction réalisée sous un climat très différent. L'archéologie conventionnelle maintient que le Sphinx a été construit sous le règne de Khéphren durant la 4e dynastie, une conclusion soutenue par son association avec les structures funéraires voisines et par la continuité stylistique observée sur le site. Cependant, une difficulté demeure. Le Sphinx ne se comporte pas comme un monument dynastique classique. Il ne possède ni chambre interne, ni architecture funéraire, ni rôle clairement identifié dans la séquence habituelle des complexes pyramidaux. Il existe comme une structure sculptée autonome intégrée directement au plateau. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. En 2017, une équipe internationale de scientifiques travaillant sur le projet Scan Pyramids a annoncé une découverte qui a provoqué une onde de choc dans le monde archéologique. Grâce à une technique sophistiquée appelée tomographie par muon, qui utilise les rayons cosmiques pour voir à travers la pierre, les chercheurs ont identifié un immense espace caché à l'intérieur de la grande pyramide de Khéops. Ils l'ont simplement baptisé le Grand Vide. Pour donner une idée de son ampleur, cette cavité mesure approximativement la longueur d'un avion de ligne moderne et demeure suspendue dans le silence au-dessus de la Grande Galerie depuis plus de 4500 ans. Sa fonction reste totalement inconnue. Sa géométrie régulière et horizontale suggère une structure délibérée plutôt qu'une simple fission naturelle. Pour l'instant, il demeure ce qu'il est, un immense volume invisible, un gigantesque point d'interrogation enfoui au cœur du monument le plus célèbre de l'Antiquité. En 2023, la même équipe a annoncé une autre découverte, plus modeste mais tout aussi précise. Un couloir caché d'environ 9 mètres de long, dissimulé derrière les anciens blocs de pierre de l'entrée nord originelle de la pyramide. Les chercheurs présentent ces résultats avec une grande prudence. Ils parlent de vide ou d'anomalie, et non de chambre secrète ou de salle au trésor. Leurs données et leurs méthodes sont publiées afin d'être examinées, débattues et vérifiées. Cette approche lente et méthodique contraste fortement avec les annonces spectaculaires faites devant les caméras. C'est ainsi que fonctionne réellement la découverte scientifique. Et les mystères ne se limitent pas à la Grande Pyramide. Dans la pyramide du pharaon Saouré, construite plus d'un siècle après le règne de Khéops, une équipe germano-égyptienne de restauration a utilisé un balayage lidar tridimensionnel avancé pour cartographier avec précision les passages intérieurs détériorés. Les résultats ont révélé une surprise inattendue. Les plans connus de la pyramide étaient incomplets. Les analyses ont mis au jour 8 chambres de stockage jusqu'alors inconnues, dissimulées dans la maçonnerie et effacées de la mémoire historique après l'effondrement de leur plafond dans l'Antiquité. Cette découverte n'a pas bouleversé l'histoire par des spéculations sensationnalistes. Elle a simplement corrigé les archives archéologiques, démontrant que même les monuments les mieux étudiés peuvent encore cacher des secrets bien réels que seules les bonnes technologies permettent de révéler. À Gizeh, d'autres outils commencent également à dévoiler ce qui se cache sous le sable. Dans le cimetière occidental, où étaient enterrés de hauts dignitaires, des relevés géophysiques ont détecté des signaux suggérant la présence d'un espace creux plus profond. Cela pourrait indiquer l'entrée d'une tombe importante encore inconnue. Mais les archéologues rappellent avec prudence que le radar seul ne constitue pas une preuve. Seules des fouilles minutieuses permettront de confirmer une telle découverte. Une prudence similaire s'applique à la pyramide de Mykérinos, petit-fils de Khéops. Certains chercheurs pensent que certaines anomalies pourraient correspondre à une seconde entrée scellée datant de l'Antiquité, mais cela reste pour l'instant une simple hypothèse. En archéologie, le chemin qui mène d'un signal affiché sur un écran à une découverte confirmée est long, rigoureux et repose toujours sur des preuves matérielles.